Alors, bonjour à toutes et à tous, mes chères étudiantes, chers étudiants, professeurs, collègues, amis, représentants de la presse nationale. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui en commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Alors, on va commencer tout de suite par l'intervention de Madame Leila Arhiwi, représentante d'ONU Femmes, qui n'a pas pu être en personne aujourd'hui avec nous, mais qui a tenu à livrer un message étant donné le rôle que les Nations Unies jouent au Maroc, et notamment sur le dossier de la question femmes, Women, Peace and Security Agenda. Bonjour, mesdames et messieurs, honorable assistance, c'est un réel plaisir pour moi de participer, je m'en excuse virtuellement, à cette rencontre sur l'agenda mondial Femmes, Paix et Sécurité, à un an d'adoption par le Royaume du Maroc de son plan d'action national 2022-2024. Les organisateurs et organisatrices m'ont invité à contribuer à votre réflexion sur la question des facteurs ou déterminants de réussite d'un NAP 1325. Dans cette optique et sur la base des nombreuses leçons tirées au fil de 23 dernières années de l'agenda paix et sécurité à travers le monde, notant que 104 pays ont adopté et mis en œuvre des plans d'action et certains en sont à leur 4e génération. Je voudrais donc, sur cette accumulation de leçons tirées, mettre l'accent sur 5 facteurs essentiels. Le premier facteur pour moi fondamental est de reconnaître et désigner l'inégalité entre les sexes comme cause profonde et structurelle des discriminations, exclusions, violences que peuvent vivre les femmes. C'est fondamental car cela détermine la responsabilisation nationale de l'ensemble des acteurs concernés dans les solutions ou actions qui seront promues par le plan d'action. Le second facteur est la participation, bien entendu, de l'ensemble des institutions nationales, mais j'insisterai sur celle de la société civile, notamment la voix des femmes portée par les associations féministes. Cette inclusion des associations durant tous les processus de consultation, de développement et d'adoption est cruciale, et surtout dans l'implication et l'inclusion des associations aussi bien dans la mise en œuvre que dans le suivi et le reporting des progrès. Le troisième facteur, tout aussi déterminant, toujours dans cette approche d'inclusion, est la question de la transversalité, intersectorialité des problématiques. En effet, la construction d'une paix durable exige une approche intégrée, sinon on met en péril l'ensemble de la construction. Cette approche intégrée se doit être adossée aux politiques publiques pour que ça ne soit pas une stratégie connexe sans lien avec les stratégies et priorités nationales. Un quatrième facteur essentiel de réussite est le caractère concret et mesurable des plans d'action adoptés grâce à la mise en place de batteries d'indicateurs pour mesurer les progrès de mise en œuvre et bien entendu adossé à cet outil de redevabilité que sont les indicateurs, la fourniture des ressources financières appropriées. Je ne m'attarderai pas sur le cinquième facteur qui est important de la coordination, on est tous d'accord sur son importance, mais je dirais sur la dimension de communication qui a un rôle également pédagogique d'appropriation nationale et qui permet de renforcer l'exercice de redevabilité institutionnelle. Bien entendu, de nombreux autres facteurs de réussite peuvent être développés qui sont en lien avec les thématiques adoptées par chaque plan d'action national, selon que nous soyons sur l'éradication des violences, la prévention d'extrémisme, l'accès aux services ou le leadership des femmes. Ça serait trop long à détailler. Mais j'aimerais clôturer en soulignant la pertinence des axes de travail arrêtés dans le plan d'action national du Royaume du Maroc à horizon 2024 et qui vont du renforcement du rôle des femmes dans les processus de médiation pour la paix, à la prévention et protection des femmes de toute forme de violence et de l'accent mis sur l'autonomisation économique des femmes. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre attention et vous souhaite des échanges fructueux durant cette journée de réflexion. Merci. On remercie Madame Arhiwi pour son message et j'aimerais donc faire mon petit mot pour vous accueillir. Et donc, je vous dis que c'est avec un grand plaisir
que nous vous accueillons dans les locaux du PCNS, donc, pour participer ensemble à cet échange qui, nous le souhaitons, fructueux. Et cette conférence qui est la première des autres conférences qui vont venir, qui vont se tenir demain. Donc, je voudrais, au nom de notre président exécutif, M. Karim Lirinaoui, vous souhaiter la très chaleureuse bienvenue. Donc, comme je le disais, nous organisons sur 2 jours, en partenariat avec la FGSES à l'UM6P et aussi le réseau marocain des femmes médiatrices, et aussi, voilà, avec... oui, c'est ça, donc avec l'UM6P et avec l'ADFM, l'Association des droits des femmes marocaines. Nous organisons donc ensemble des conférences, bien entendu, en commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. Cette première conférence, elle se tient sous le thème Femmes actrices de changement. En fait, les deux journées s'organisent sous le thème de Femmes actrices de changement. Et cette première conférence, elle se tient sous le thème Femmes, paix et sécurité, réalisation et perspective, avec la participation d'éminentes et éminents chercheurs et panélistes. Donc, Madame Leila Rahioui, que vous venez d'écouter, Madame Zine Touimi Benjeloul, donc j'aurai l'occasion tout à l'heure de présenter avec plus de détails les panélistes, Monsieur Rachid Houdaigui, qui est Senior Fellow Policy Center, et Madame Zineb Benali. Alors, certainement la question que vous vous posez, pourquoi ce thème ? Pourquoi la femme, paix et sécurité? Donc là, j'ai fait cette première petite introduction avec la casquette du PCNS parce que je suis moi-même Zaj Kroni et Senior Fellow Policy Center for the New South. Alors maintenant, permettez-moi de mettre ma casquette de membre du réseau marocain des femmes médiatrices pour un petit peu vous parler de cette question et donc la question de la paix et de la sécurité. Alors tout d'abord, la question du leadership féminin prend une place importante dans nos programmes de recherche. Nous avons le programme 7 du PCNS qui met l'accent sur les questions sur le Maroc et sur les questions sociales, territoriales, où la question de gender et l'égalité des chances prend une place très importante. Sur la question de la paix et la sécurité, en plus d'un rapport géopolitique sur l'Afrique qui s'attarde aussi, qui s'attaque à ces questions, nous avons un événement phare que nous organisons annuellement et qui s'appelle APSACO, African Peace Security Annual Conference, et qui est dédié à la question de la paix et de la sécurité et qui se prépare sous justement la direction de notre ami, c'est Rachid Houdaigui. Alors, je voudrais faire une présentation succincte des engagements du Maroc par rapport à la question de la paix et de la sécurité, en rappelant que le Maroc est engagé dans la réalisation de l'égalité des genres à travers son adhésion aux différentes conventions internationales et instruments d'ailleurs. Et c'est dans ce cadre-là, et en application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, que le Royaume du Maroc a adopté et a présenté son premier plan d'action, le plan d'action national relatif à l'agenda femmes, paix et sécurité il y a exactement 1 an. C'était le 22 mars de l'année dernière. Alors, dans ce plan, le Maroc a adopté une approche globale et intégrée, en intégrant les différents acteurs de la société civile, les différents acteurs ministériels, mais dans cette approche, dépassant la dimension purement militaire, mais visant aussi à renforcer la résilience des femmes afin de contrecarrer les menaces émergentes dans un environnement régional et international de plus en plus complexe. Le plan d'action nationale s'articule autour de 3 axes prioritaires. La diplomatie préventive, la promotion d'une culture de paix et d'égalité, et le 3e pilier est l'autonomisation des femmes. Alors, concernant le premier pilier qui est la diplomatie préventive, la médiation et le maintien de la paix, la résolution 1325 et les résolutions connexes ont souligné la nécessité d'intégrer une approche genre dans les opérations de maintien de la paix pour répondre aux besoins des populations civiles.
Alors, il est à noter que la résolution 1325 exige des États membres des Nations Unies de promouvoir la participation des femmes dans les opérations de maintien de la paix, tant dans ses composantes militaires que civiles. Le Maroc demeure fidèle à son engagement, faisant du maintien de la paix et de la sécurité internationale un axe majeur de son action diplomatique, et ce, dans le cadre de son action en faveur du multilatéralisme et de la centralité de l'ONU. Dans ce cadre, le Maroc, conscient du lien intrinsèque entre la participation des femmes et la paix et la sécurité internationale, comme d'ailleurs l'a reconnu la résolution 1325, fait du renforcement de la participation des femmes à la diplomatie préventive, à la médiation et aux opérations de maintien de la paix des priorités de sa diplomatie. Son action dans ces domaines contribue directement à la résolution des 4 piliers de la résolution 1325. Alors, je les rappelle brièvement pour ceux qui ne les connaissent pas. Le premier pilier de la résolution 1325, c'est la promotion de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité au sein de l'ONU et des organisations régionales, dont le Maroc fait partie. Le deuxième pilier, il concerne le renforcement du rôle des femmes dans la diplomatie préventive. Le troisième concerne la nomination des femmes à des postes de décision dans les organisations internationales et régionales. Et le quatrième pilier est la participation renforcée des femmes aux opérations de maintien de la paix. Alors, en effet, dans le prolongement et dans la lignée de cet engagement, tout en étant conscient qu'une paix durable ne peut se construire qu'à travers une pleine participation des femmes au processus de paix. Le Maroc souhaite redoubler d'efforts en la matière afin de renforcer et d'encourager la pleine participation des femmes à la diplomatie préventive, à la médiation et aux opérations de maintien de la paix, et ce, afin de faire face à la complexité des conflits contemporains, particulièrement sur le continent africain. Le Maroc s'engage donc à mettre en œuvre l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, et ce, dans toutes les étapes de son opérationnalisation, c'est-à-dire au niveau de l'analyse, la planification, la mise en œuvre et la préparation des rapports. Alors, le deuxième pilier de notre plan d'action national, il s'agit de promouvoir une culture de la paix et de l'égalité. Alors, le Maroc se fixe comme objectif la consolidation d'une société inclusive qui reflète et favorise la convivialité et le partage, fondée sur des principes fondamentaux qui sont la liberté, la justice, la démocratie, les droits humains, la tolérance, la solidarité et une société qui rejette la violence, prévient les conflits en s'attaquant à leurs causes profondes et qui promeut, au-delà de tout ça, le dialogue et la négociation qu'on voit dans la résolution des problèmes et qui s'inscrivent dans le soft power marocain. Le Maroc a déjà réalisé un certain nombre et réalisé des avancées dans ce cadre-là, notamment dans la lutte contre l'extrémisme violent, grâce notamment à la formation. Je ne vais pas vous citer toutes les réalisations, mais je voudrais souligner l'importance de la formation des responsables religieux, pas seulement au Maroc, mais aussi dans les pays africains et européens, mais aussi celle qui fait notre spécificité au Maroc, c'est la formation des femmes mourchidès, pour promouvoir une culture de la paix. Alors, dans le domaine de la promotion de la culture d'égalité, je rappelle que la Constitution de 2011 consacre le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Elle interdit la discrimination fondée sur le sexe et consacre la suprématie des conventions internationales des droits humains sur les législations nationales. Il y a eu également 2 plans gouvernementaux pour l'égalité entre les femmes et les hommes, ICRAM 1 et ICRAM 2. Il y a eu surtout, et c'est important de le souligner, des réformes dans le domaine de la lutte contre la violence faite aux femmes. Je rappelle brièvement la loi contre la violence à l'égard des femmes en 2018, la politique nationale de lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles à l'horizon 2030, qui prend en compte une nouvelle forme de violence à l'égard des femmes, comme la violence électronique. J'ai vu des chiffres alarmants, 1,5 million marocaines subissent justement ces violences. Et le plan d'action national, bien sûr, poursuivra les efforts engagés
en matière de formation, particulièrement des morshidettes, en matière de prévention de l'extrémisme. Et Madame là nous parlera de cela, ce qui leur permettra ainsi de jouer un rôle dans la promotion d'une culture égalitaire et de paix au sein de la société. Enfin, le troisième volet ou le troisième pilier, il concerne l'autonomisation des femmes. Et ça, nous le savons que elle est au cœur des intérêts donc des politiques et surtout la revendication de la société civile. Et en effet, le Maroc, convaincu du rôle crucial de l'autonomisation économique des femmes pour la réalisation de l'égalité des sexes, il est aussi convaincu de travailler pour l'éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs de développement durable et l'instauration de la paix sociale. Donc, le Royaume investit dans ce domaine stratégique depuis plus de décennies. Ainsi, et compte tenu, et ça aussi nous le soulignons, compte tenu du faible taux de participation des femmes au marché du travail, nous avons vu que les chiffres indiquent malheureusement une régression depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. On en est à peu près 19%. Et donc le Maroc, pour toutes ces raisons, devrait justement redoubler d'efforts pour faire de l'autonomisation des femmes un axe principal des politiques publiques pour justement le développement. D'ailleurs, le nouveau modèle du développement a bien pointé ce point dans ses programmes. Il en a fait un des volets essentiels pour parvenir à une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Alors, à cet égard, dans le cadre du PAN, donc le plan d'action national, le Maroc s'engage à réaliser des programmes d'économie sociale et solidaire en faveur des femmes désavantagées, à soutenir les initiatives des ONG pour l'entrepreneuriat féminin, notamment les incubateurs, mais on attend de cet engagement qui lève les barrières, qui bloque les femmes et qui entrave justement que l'entreprise féminine ne se développe. Il s'engage également à réduire les différences sociales et spatiales pour parvenir à un développement durable à travers l'autonomisation économique des femmes d'ici à 2030. Et je pense qu'il y a aussi à prendre en considération l'intersectionnalité parce que c'est beaucoup de problèmes auxquels les femmes font face. Et enfin, créer un environnement approprié et durable qui protège les femmes et les filles et facilite leur accès à la vie publique pour bénéficier des mêmes opportunités que les autres. Alors, maintenant, pour finir mon propos, je voudrais juste dire un mot du réseau marocain des femmes médiatrices, puisque nous sommes partenaires et nous avons aussi la charge d'accompagner le gouvernement pour la mise en place de ce plan d'action. Alors, le réseau marocain des femmes médiatrices pour la prévention et la résolution des conflits est né de la volonté des expertes fondatrices de promouvoir le rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits en application de la résolution 1325. Le réseau vise notamment à soutenir les efforts du Maroc à la mise en application du plan d'action national en partenariat avec les institutions publiques et la société civile, contribuer aux actions de sensibilisation à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et de sa pertinence au-delà des situations des conflits, à savoir la paix, la sécurité économique, la sécurité alimentaire, sociale, environnementale, participer à l'organisation de formations en médiation, c'est ce que nous venons de faire il y a 2 jours et je remercie les médiatrices aussi qui sont parmi nous. Et donc, participer à l'organisation de formations en médiation pour accroître le nombre des femmes médiatrices et renforcer leur capacité et agir au niveau régional et international afin de promouvoir le dialogue et la culture de la paix. Le Maroc a besoin d'actions fortes et courageuses en faveur des droits des femmes, dont la réalisation est tributaire des réformes attendues du Code de la famille ainsi que la mise en œuvre de la Constitution. Pour conclure, il n'est point à démontrer l'importance que revêt la question de la femme et de l'égalité des genres dans le monde. Et le 8 mars représente une opportunité pour rappeler nos engagements, évaluer les réalisations et surtout réfléchir ensemble sur ce qui reste à faire. Nous avons la chance aujourd'hui d'être dans l'enceinte universitaire qui regorge de potentiel de jeunes
femmes et hommes, et qui représentent l'espoir pour le changement. C'est à vous que je m'adresse, mes chers étudiantes et étudiants. Alors, ces échanges intergénérationnels seront sans nul doute riches et se veulent un moment de partage, de transmission mutuelle, de savoir et de valeurs. C'est aussi pour nous l'occasion d'offrir à la nouvelle génération un espace pour exprimer ses idées novatrices, ses critiques, mais aussi d'apprendre d'elles et aussi de vous donner la possibilité d'exercer pour commencer à vous préparer à être les futurs leaders et les acteurs de changement. Je vous remercie. Alors, sans trop tarder, nous allons enchaîner avec nos panélistes. Et je donnerai la parole en premier à Madame Zineb Touimi Benjeloun du réseau des femmes marocaines médiatrices. Je ne vais pas vous lire la bibliographie, je pense que vous avez les biographies de nos panélistes, donc je me contenterai de dire Madame Touimi Benjeloun qui a passé toute sa carrière dans l'engagement pour les questions de la femme, gender equality au niveau international, à l'ONU notamment, où elle a été responsable coordonnateur du système des Nations Unies dans 2 pays, au Koweït et en Albanie. Et donc, je lui donne la parole. Elle va nous parler. Je n'ai pas le titre de ta... L'Alliance. Et tu vas te présenter toi-même. Merci beaucoup. Merci. Merci Manouche Fournier. Mesdames et messieurs, chers panélistes, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Mon intervention aujourd'hui se portera sur un peu l'alliance globale et les réseaux régionaux et nationaux des médiatrices pour la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Comme vous le savez, tout processus, tout nécessite une mobilisation et l'agenda Femmes, Paix et Sécurité pour naître a nécessité une mobilisation et pour sa mise en œuvre nécessite une mobilisation de la part des gouvernements, de la société civile, etc., etc. Donc je voulais présenter le cas de l'Alliance globale des médiatrices. Donc, merci au Policy Center for the New South pour cette invitation pour que j'intervienne dans ce panel sur la problématique femmes, paix et sécurité. Cette problématique, comme ça a été déjà présenté par des panélistes précédents, fait partie de l'agenda femmes, paix et sécurité des Nations Unies qui s'est construit au courant des 2 dernières décennies suite à l'adoption en octobre 2000 de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. Grâce au plaidoyer soutenu du mouvement des femmes au niveau mondial, cette résolution constitue la première fois que le Conseil de sécurité a abordé l'impact disproportionné et unique des conflits armés sur les femmes. La résolution réaffirme l'importance du rôle des femmes dans la prévention et le règlement des conflits et de la consolidation de la paix. Elle souligne l'importance de leur participation égale et de leur pleine implication dans tous les efforts de maintien et de promotion de la paix et de la sécurité. La résolution 1325 a été la première d'une série de résolutions, une dizaine, consacrées au rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits. Ces résolutions composent ainsi l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et se concentrent sur 2 domaines clés et qui sont intimement liés, à savoir le leadership des femmes dans le rétablissement de la paix et la prévention des conflits et la prévention et la réponse à la violence sexuelle en temps de conflit. La mise en œuvre de la résolution est structurée autour de 4 piliers. Le premier concerne la prévention des conflits à travers l'intégration de la dimension genre et la participation des femmes à la prévention des conflits violents, ainsi qu'à l'action sur leurs causes profondes, notamment par le désarmement. Malheureusement, il est en train d'accroître le désarmement actuellement. La lutte contre la violence à l'échelle nationale et internationale, selon une approche globale de la paix fondée sur l'égalité, sur les droits de l'homme et sur la sécurité humaine. Le deuxième pilier est celui de la participation, à travers la participation et la représentation pleine et entière
des femmes à tous les niveaux de prise de décision, y compris dans le cadre des négociations de la paix, au sein des processus électoraux, tant comme candidates que comme électrices, et finalement dans l'exercice dans la sphère sociopolitique. Le troisième pilier, la protection, qui implique la protection spécifique des droits des femmes et des filles et la prise en considération de leurs besoins particuliers en période de conflit et de post-conflit, y compris par le signalement de violences et de discrimination fondées sur le genre, par l'engagement des poursuites à l'encontre des auteurs d'actes de violence et finalement par la mise en œuvre au niveau national des lois et des conventions régionales et internationales en vigueur. Le quatrième pilier est celui de la consolidation de la paix, le secours et le redressement, et ceci à travers l'accès des femmes à des services de santé et un soutien post-traumatique, notamment pour celles qui survivent à des violences sexuelles et sexistes. Comme signalé au début de mon intervention, l'adoption de la résolution 1325 par le Conseil de sécurité a fait suite à un plaidoyer soutenu du mouvement des femmes au niveau mondial. Sa mise en œuvre nécessite, comme j'ai dit précédemment, l'engagement des gouvernements, évidemment, mais également celui de la société civile, source de propositions et de plaidoyer pour la redevabilité des gouvernements. Un exemple de ce type de mobilisation de la société civile est celui de l'Alliance mondiale des réseaux régionaux des femmes médiatrices pour la paix et la sécurité, qui a été créée en l'an 2019. L'Alliance est un collectif de voix qui exige des décideurs politiques qui mettent en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité et des résolutions connexes, les 9 autres. L'Alliance mondiale fournit des espaces importants pour permettre aux femmes d'influencer la paix et la sécurité mondiale. Elle offre également un espace inclusif de collection et de partage d'expériences entre 6 réseaux régionaux de femmes médiatrices créés quelques années plus tôt. Ces réseaux régionaux sont les femmes médiatrices nordiques, le réseau africain des femmes dans la prévention des conflits et dans la médiation pour la paix, FemWise Africa, le réseau méditerranéen des femmes médiatrices, les femmes médiatrices dans le Commonwealth, le réseau arabe des femmes médiatrices et finalement le réseau de l'Asie du Sud-Est des femmes négociatrices pour la paix et des médiatrices. Le principe fondamental de l'Alliance mondiale est que la participation des femmes au processus de paix et leur influence sur la paix et la sécurité sont décisives. Cette participation est critique non seulement pour assurer le respect des droits des femmes, mais aussi pour ouvrir la voie à des sociétés inclusives qui améliorent l'efficacité opérationnelle, renforcent la résilience, préviennent et résolvent des conflits et maintiennent la paix. L'objectif principal de tous ces réseaux régionaux, les 6, c'est d'accroître cette participation et cette influence des femmes, y compris les jeunes femmes, dans les processus de paix et à tous les niveaux, ainsi que d'œuvrer pour que en faveur d'accords de paix qui tiennent compte de la dimension genre. Donc, dans cette optique, les réseaux de l'Alliance mondiale cherchent à partager l'information, créer des synergies entre eux, éviter les doubles emplois, créer une plateforme de soutien mutuel entre les réseaux, s'engager dans des activités conjointes, élaborer des activités conjointes et travailler et assurer la liaison avec les acteurs de la médiation internationale pour s'assurer que la participation des femmes au processus de paix est prioritaire en fournissant des noms pour les postes de médiation de haut niveau. Donc, on essaye de faire des propositions pour que les femmes puissent participer au track 1, au premier niveau des négociations des tables de paix. Parce que souvent maintenant, s'il y a des femmes dans le processus de construction de la paix, c'est généralement au niveau 3, qui est le niveau communautaire, au niveau 2, qui est celui un peu de la société civile, des partis politiques, etc., mais pas au niveau 1, qui est je pense que ma collègue va approfondir cette question. En termes d'activité, l'ensemble des réseaux régionaux mènent des activités de plaidoyer et de renforcement de capacité de leurs membres.
D'autres types d'activités sont développées selon les spécificités et les besoins de la région géographique couverte par le réseau. Le réseau nordique, par exemple, mène beaucoup de travaux de recherche et d'échanges d'expériences hors de sa région, alors que le réseau FemWise Africa soutient le déploiement de médiatrices et la diplomatie préventive compte tenu du contexte africain. Le réseau du Commonwealth encourage le développement professionnel et fournit du soutien stratégique à la médiation, alors que le réseau arabe a élaboré une stratégie accompagnée de son plan d'action. Finalement, le réseau méditerranéen, dont je suis membre, soutient, j'allais dire, Madame Shkroni aussi, mais Madame Shkroni est membre du réseau arabe. Voilà. Soutient des activités au niveau des pays couverts et encourage la création d'antennes nationales. Ainsi, au niveau national, le réseau méditerranéen a soutenu le processus de paix en Libye, notamment en facilitant le dialogue des membres libyens avec la MINUL, qui est la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix en Libye. Il n'est pas très maintenu, mais c'est un peu ça l'objectif, dans leur plaidoyer pour l'inclusion des femmes, les défis rencontrés et l'élaboration des recommandations. Afin de mieux comprendre la dynamique interne qui conduit à la marginalisation des femmes syriennes dans la résolution des conflits, le réseau méditerranéen a également parrainé une série de discussions structurées avec des militantes, des experts et des membres du réseau méditerranéen. Ces discussions étaient utiles pour amplifier la voix des femmes syriennes, identifier les domaines clés sur lesquels se concentrer à l'avenir pour construire de nouvelles initiatives à l'intérieur et à l'extérieur de la Syrie et recueillir des recommandations des femmes syriennes que le réseau méditerranéen pourrait amplifier et plaider pour leur réalisation. Comme vous pouvez le penser, on n'a pas accès aux femmes à l'intérieur de la Syrie, il y a la diaspora et aussi grâce à la technologie, donc à travers des conférences Zoom, des webinars, on peut dialoguer avec les femmes dans un pays en crise, que ce soit la Syrie ou autre. Alors, l'encouragement à l'appui à l'établissement d'antennes nationales fait également partie de la stratégie du réseau méditerranéen, et ceci afin d'élargir l'engagement à l'égard de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité avec un groupe plus large de femmes qui participent à la médiation au niveau national. Ces antennes ont été établies en Chypre, en Turquie et au Kosovo, et il y a environ une année, comme nous a décrit Madame Shkroni, ici au Maroc, où 4 femmes médiatrices, membres du réseau méditerranéen, du réseau arabe et de FemWise Africa, se sont réunies nous sommes réunis pour sensibiliser au programme Femmes, Paix et à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et améliorer les compétences des femmes au Maroc en matière de médiation, des domaines d'action qui sont, comme a décrit Mme Shkroni, qui sont soulignés par le plan d'action national pour la mise de la résolution 1325 ici au Maroc. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Najmoun. Bien sûr, on aura l'occasion de revenir sur ces questions dans le débat. J'aimerais aussi rappeler que cette conférence et la conférence de demain, saluer les efforts de ma collègue Madame Boussa, ici présente, et aussi remercier toutes les équipes pour leur effort, leur engagement, leur dévouement exemplaire pour permettre à cette conférence de se tenir. Et donc là, je donne tout de suite la parole à professeur Rachid Hudaygi, Senior Fellow Policy Center for the New South, mais en même temps, il est professeur des relations internationales à l'Université Abdelmalek Saadi à Tanger, avec d'autres casquettes au niveau international. Et surtout, comme je l'ai annoncé au début, c'est M. Hudaygi qui supervise la tenue donc, de APSACO, de African Peace Security Annual Conference. Donc, je vais lui donner la parole. Il va nous parler de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, puisque c'est le thème de notre rencontre, mais aussi en Afrique. Et vous comprendrez que le Policy Center for the New South, on a plusieurs programmes qui sont dédiés à l'Afrique
Et notre appartenance au continent avec la coopération Sud-Sud fait que ça soit une priorité pour nous. Donc, il est très important pour nous aussi d'étendre cette collaboration et de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en Afrique sur cette question. Merci beaucoup, chère Lisa. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je vais vous parler de l'agenda paix, femmes, paix et sécurité en Afrique, à partir de, disons, du prisme d'académicien. Je ne vais pas être long, je vais être plutôt méthodique dans ma présentation. Et je commence par trois remarques liminaires pour poser le cadre logique de mon intervention. D'abord, je tiens justement à rappeler ce qu'a dit Mme Chinouni sur l'implication, l'engagement du Policy Center en partenariat avec l'Afrique sur des thèmes qui nous intéressent, nous, en tant qu'Africains, la paix et la sécurité. Sur la question de la femme, paix et sécurité, nous avons organisé une conférence en 2021, et qui a regroupé, rassemblé une trentaine d'experts africains et qui a abouti à travers une réflexion à présenter un certain nombre de recommandations, des propositions et recommandations pour justement améliorer et faire avancer la question et la problématique de la femme, la paix et la sécurité en Afrique. La deuxième remarque, c'est en fait par rapport à la démarche méthodologique quand on mène une étude sur la paix et la sécurité en général et la question de la paix en Afrique, et dans ce cas, le cas échéant, la femme, paix et sécurité, toute analyse, toute étude doit en fait distinguer entre trois temps politiques pour la recherche. Ils interagissent entre le premier temps, c'est le peacemaking, le second, c'est le peacekeeping, et le troisième, c'est le peacebuilding. Parce que chaque bloc a ses propres problématiques, et ses propres attentes et besoins, d'accord, et que le peacemaking, c'est la participation, l'implication de la femme dans tout ce qui est process, hein, c'est le leadership. Le peacekeeping, c'est double problématique. D'abord, c'est la question de la protection des personnes vulnérables, d'accord, mais en même temps, la participation de la femme au casque bleu, d'accord, et les violences qu'elle peut subir dans l'exercice de son travail. Le peace building, c'est la participation, justement, d'abord démobiliser et réintégrer la femme, d'accord, et l'associer à tout le processus de reconstruction, qu'il soit politique ou économique. Voilà. La troisième remarque, elle est liée au fait que, vous l'avez souligné, madame, quand vous avez dit que c'est un processus, l'agenda paix et sécurité en général, et en Afrique en particulier, c'est un processus long, évolutif, et comme tout processus institutionnel, c'est une série d'actions, de réalisations, de limites, de problèmes, de défis, d'accord? Et donc, ce qui nous amène à réfléchir, à penser de manière intégrée, à trouver des solutions, pour dépasser, ou surmonter les défis. Hein. Alors, pour ma part, je vois ce que je vais vous présenter, je vois, disons, plutôt, il y a trois questions qui vont structurer ma présentation. D'abord, quels sont les acquis stratégiques de l'implémentation de cet agenda en Afrique? Deux, quels sont les défis à surmonter? Trois, quelles sont les pistes ou les leviers à actionner pour faire avancer cet agenda, l'implémentation de cet agenda? Alors, j'ai pas la prétention de pouvoir partager avec vous une réponse complète ou absolue. C'est un travail d'équipe pluridisciplinaire. Donc, moi, c'est une contribution à la réflexion sur la question. En fait, il y a quatre acquis, 4 défis et 3 leviers à actionner. Le premier acquis, c'est un acquis institutionnel. De 2002, à partir de 2002, c'était à partir de l'acte constitutif de l'Union africaine, d'accord.
l'Afrique s'est dotée d'un certain nombre d'accords, d'instruments juridiques, de programmes politiques, d'accord, et d'instruments politiques. Je cite d'abord l'acte constitutif de l'Union européenne, qui est contraignant, le protocole de Maputo. Vous avez aussi la convention de l'Union africaine pour l'assistance à des personnes déplacées. Hein. Parmi les programmes politiques, il y a le cadre politique de la PCRD, le programme paix et sécurité, reconstruction de paix, PCRD, c'est paix, sécurité, reconstruction et développement. Et de 2006, et je voudrais juste souligner que le Policy Center a participé à la révision de ce cadre politique, et qui est piloté par l'Union africaine. Et la nouvelle stratégie va être présentée au mois de mars, fin mars, en Égypte. Parmi aussi les cadres politiques, il y a une politique de l'Union africaine sur l'égalité des sexes. Le cadre politique de la réforme de la sécurité, du secteur de sécurité en Afrique. D'accord. Et donc, disons, il y a quand même un cadre juridique qui permet, renforcé par des structures politiques aussi, l'Union africaine s'est dotée d'une direction femmes, genre et développement, et là aussi un bureau de représentant spécial chargé de femmes et développement. Donc il y a des instruments politiques, un cadre juridique qui crée, qui définit ou qui crée un espace, un large espace, un large périmètre pour permettre aux acteurs ONG ou autres de s'organiser, d'agir et de s'exprimer. Le deuxième acquis, c'est les politiques nationales, les programmes d'action nationale, d'accord, adoptés par un certain nombre de pays africains. Comme vous savez, comme il a été expliqué, c'est la résolution 1325 qui a invité les États à adopter ces programmes. Et en Afrique, il y a environ, je crois, une trentaine de pays, moins de 30 pays qui ont adopté. Plus 31. 31, d'accord. 36 même. En Afrique du Nord. En Afrique du Nord, nous avons la Tunisie et le Maroc. La Tunisie en 2018, le Maroc en 2022, voilà. 10 pays au niveau arabe. Donc il y a cette généralisation des plans d'action nationaux qui est important, qui est un acquis à consolider. Troisième acquis, il y a c'est ce que j'appelle le consensus mondial sur la question. Il y a un consensus qui s'est établi, un consensus, je dirais, et il est politique. Aujourd'hui, pratiquement, je dirais, la majorité des États sont d'accord sur les principes et le cadre stratégique. Il y a quelques résistances à et là, pour des raisons soit politiques ou des raisons culturelles propres à certains pays, mais il y a quand même un consensus qui est établi et qu'il faut consolider. Deuxième, dans le même cadre, disons, il y a aussi l'action de la société civile internationale qui, par ses actions, par son engagement, entretient justement ce consensus qui est un combat permanent. C'est pas quelque chose d'acquis. Donc il y a deux démarches, démarche de haut vers le bas et de démarche du bas vers le haut. Et c'est la connexion de ces deux démarches qui permettent aujourd'hui d'inscrire la question de la femme, paix et sécurité, de la considérer comme une politique publique internationale. Quatrième acquis, c'est le dernier, c'est celui de l'expertise. Je pense que, en fait, la question de la femme, la paix et sécurité internationale, sécurité a aujourd'hui fait l'objet d'une grande attention de la part des chercheurs, des universités, des centres de recherche, des praticiens et des États. Alors, la somme des connaissances que nous avons aujourd'hui, qu'elles soient fondamentales, théoriques ou pratiques,
qui accumulé depuis des années, depuis 2000, fait qu'en fait que l'agenda aujourd'hui il est mieux connu à travers un effort d'explication des valeurs, des notions qui sous-tendent cet agenda-là, d'accord. Et il est de plus en plus accepté au dépit de certaines résistances, comme je disais tout à l'heure, c'est une question de perception. C'est un effort de communication important, parce que la recherche, c'est aussi au-delà de la recherche fondamentale, de questions théoriques, elle contribue aussi à la communication, à diffuser, à vulgariser cette cause au niveau international. L'expertise permet aussi notamment la recherche théorique, à structurer un certain nombre d'actions autour de concepts théoriques. Je donne comme exemple, parce qu'il y a un certain nombre de concepts, je ne vais pas tous les citer. Celui, par exemple, du viol comme arme de guerre, c'est un concept théorique et qui a permis, en fait, d'identifier, d'accord, les tactiques utilisées par lesquelles le viol, par exemple, est utilisé comme stratégie de guerre, soit par les rebelles, les milices ou même les militaires. Beaucoup haram. Donc on aura l'occasion de voir des exemples pratiques. Voilà. Alors, pratique en termes des études experts pratiques. Voilà. En fait, la recherche fondamentale du permet, c'est ça le plus important pour moi aussi, c'est de se faire sortir de cet agenda de son confort institutionnel pour la mettre à l'épreuve des réalités complexes qui arrivent à rendre inapplicable dans certaines régions africaines cet agenda. Et donc il y a 4 défis. Pourquoi? Il y a des défis à surmonter. Ces défis, d'abord c'est la question de la perception des représentations qui est fondamentale de l'implémentation de cet agenda. Vous avez des résistances pour des raisons non seulement culturelles ou religieuses, mais aussi politiques et institutionnelles. Vous avez des gouvernements pour des raisons d'urgence qui ne voient pas, qui ne priorisent pas l'implémentation de certaines dispositions, des dispositions de cet agenda. Mais aussi, c'est le processus de socialisation, pour des raisons aussi bien culturelles, mais aussi des cultures militaires. Il y a des cultures militaires qui n'acceptent pas, qui ne sont pas encore prêtes à intégrer la théorie des genres, des genres dans la culture militaire. Ça, on le voit un peu partout. D'accord? Il y a des résistances aussi bien. Mais là, je pense qu'il y a une question d'approche aussi. La problématique n'a pas la même dimension, les mêmes implications lorsqu'on est dans un contexte de post-démocratie, comme le contexte occidental. C'est dans la post-démocratie. Alors, par contre, quand on est dans des contextes de dynamique, de transition politique, de transition démocratique, tout ça, cette question-là, elle est souvent reléguée, pour ne pas dire marginalisée. Deuxième défi qui dépasse, qui remet en cause, je dirais carrément, qui me ramène à réfléchir, c'est, disons, la transformation de la nature des conflits. Lorsque la résolution en 2000 a été adoptée, elle a été adoptée dans un contexte où la majorité des conflits, en Afrique, c'était des conflits interétatiques. Mais depuis, les conflits aujourd'hui, majoritairement, sont intra-étatiques. Quand on voit, par exemple, le nombre... Moi, je donne des chiffres, sincèrement, de la Banque africaine de développement, qui a publié un rapport très intéressant au mois d'octobre sur la question de la paix et les financements de ces questions-là, femmes, paix, et comment entretenir et financer ces programmes. Il y a en fait, au cours de ces 2 dernières décennies, plus de 469 000 personnes ont perdu la vie à cause des conflits d'insécurité humaine. En 2021, plus de 18 000 conflits. En fait, les conflits ici, ce n'est pas seulement des conflits intra-étatiques, mais c'est des incidents aussi.
liés aux conflits intercommunautaires. Donc, il y a 18 000 conflits en réinclus en Amérique, qui ont touché l'ensemble du continent. Et le nombre, bien évidemment, des réfugiés en augmentation, le nombre de déplacés a atteint 32 millions. Alors, dans ce contexte-là, sincèrement, cette situation sécuritaire compromet bien évidemment la sécurité humaine et l'implémentation de cet agenda. Les mécanismes que j'ai développés tout à l'heure, le cadre juridique, parce qu'un cadre juridique c'est bien, un accord, une convention c'est très bien, mais lorsqu'il n'est pas ratifié, bon, c'est vrai qu'il y a de nombre de... Il y a, par exemple, pour la CEDEF, hein, la Convention des Nations Unies sur... La CEDEF. Oui, CEDEF en français. En français, voilà. D'accord. Voilà. Et il y a quand même sur 54 pays, il y a 51 qui ont ratifié le traité de la Convention, c'est bien. Mais les autres, il y a, disons, quand même des résistances par rapport à d'autres accords et d'autres politiques. Donc il faut, même ces mécanismes doivent adopter des lignes directrices opposables aux États. Les plans nationaux, très bien d'adopter un plan national, mais la plupart des plans sont sans résultat concret, soit par, disons, manque de moyens financiers, ou par manque de volonté politique, ou mauvaise volonté politique. Le quatrième point, qui est structurel, c'est celui du manque des ressources financières. Et c'est un problème mondial, mais en Afrique, il atteint des proportions de crise. Il atteint des proportions de crise. Bon, pourquoi? Parce que sur 54 pays, vous avez 33 pays qui sont des PMA, pays moins avancés, pauvres. Et dont certains dépendent de l'économie, des partenariats, de l'aide internationale. Les dépenses militaires, par contre, les dépenses militaires en augmentation, elles sont estimées, je donne ce chiffre, pour 2021, elles sont estimées à 39 milliards de dollars. Alors, ces dépenses, bien évidemment, elles sapent tous les efforts qui sont fournis pour atteindre les objectifs de développement. 39 milliards de dollars dans des pays qui n'arrivent pas, dans un continent où une seule organisation continentale qui a un budget de presque 680 millions de dollars, d'accord, 680 millions de dollars, par comparaison, c'est presque le budget d'une équipe de football comme Manchester City. L'équipe FC Barcelone, c'est 1 milliard de dollars. Okay. L'Union africaine, c'est 680 millions de dollars. Alors, attention, la participation des États membres est plafonnée à 250 millions de dollars. Et le reste, elle est financée par les partenaires internationaux, l'Union européenne, le Japon, les États-Unis, la Chine, etc., etc. Donc voilà, donc nous sommes dans un contexte, je dirais, qui pose un véritable problème par rapport au financement, parce qu'un plan d'action national existe quand même des moyens financiers. Vous imaginez, vous voulez le Mali a adopté son plan d'action national, donc je me demande comment il arrive à le financer. C'est possible. Voilà, donc, parce qu'ils ont des problèmes autres que ça, et deux, ils n'ont pas les moyens, et même le leadership pour le faire. Voilà, donc les 4 défis. Alors, je termine par 3 lignes, disons, je dirais, ou 3 leviers actionnés. Aussi bien, sur le plan stratégique et sur le plan des approches, il y a beaucoup de travail à faire. Sur le plan stratégique, la résolution a été, je pars sur votre contrôle, madame. Ah bon. Okay. Vous me corrigez si je me trompe. Alors, cette résolution, disons, c'est bien, elle a renforcé le leadership et elle avait un objectif structurel, c'est de créer favoriser les conditions structurelles pour permettre à la femme d'avoir sa place au niveau mondial. Maintenant, la deuxième étape aujourd'hui, c'est les résistances, comment transformer ces résistances, et donc s'il faut tout un changement, me semble-t-il un changement systémique, disons, et la nécessité peut-être d'une autre résolution, on ne sait pas.
Il y en a déjà 10. Hein. Okay, il faudrait les mettre en œuvre, c'est une vraie question. Voilà. Il faut la mise en œuvre des résolutions. Au niveau des concepts, au niveau de stratégie, parce qu'on y va, aujourd'hui, on arrive juste à l'étape de atteindre les objectifs structurels. Exact. Le problème, c'est ailleurs. Le problème, c'est dans la mentalité, dans les cultures. Je pense aussi qu'il faut consolider, renforcer le consensus féminin sur la question, notamment dans les... je donne un exemple, le cas de la Somalie. Il y avait des discussions autour de la table, il y avait 5 clans. Des clans, c'est une société traditionnelle. Quand on arrive dans un pays, l'objectif dans ce type de process, ce n'est pas de... C'est d'abord de faire en sorte que le processus de paix ne soit pas fait sans la femme et ne soit pas fait contre la femme. Parce que l'objectif, c'est d'adopter un accord, un document politique, et dans ce document politique, il faut qu'il y ait quand même des dispositions qui garantissent le droit de la femme. Alors, dans le process, il y avait 4 clans, tous des hommes. Ils n'acceptaient pas l'intégration de femmes. Donc, l'idée, c'était quoi? L'idée intelligent, c'était de créer un 6e clan. Il y avait 5 clans d'hommes, pardon. Il fallait créer un 6e clan de femmes. Et elles ont participé grâce à cette idée qui est intelligente, qui est transversale, qui ne vient pas pour bousculer les hiérarchies ou l'organisation sociologique qui est ancrée, mais plutôt d'adopter des réponses parallèles. C'est la même chose au Burundi. Au Burundi, il y avait des femmes. Les femmes ont décidé de mettre de côté la division politique parce que c'était dans un courant politique, un parti politique. Ils ont mis de côté ces divisions politiques pour créer une conférence des femmes du Burundi. Et ils ont participé là. Donc ces idées-là sont à renforcer ce consensus féminin, je me semble-t-il, doit être renforcé et consolidé. Dernière action en direction des acteurs, je pense qu'il faut secouer l'Union africaine, les États, en les obligeant à respecter une ligne directrice sur le respect des quotas. Voilà, je crois que je m'arrête là. Merci, professeur Bilgué. Donc, on a pu voir déjà la perspective onusienne, la perspective d'un professeur-chercheur, mais aussi qui est vraiment impliqué sur le plan théorique, méthodologique, conceptuel sur cette question. Et là, je vais donner la parole à Madame Zineb Ben Allah, qui est experte internationale, Aries Associates, et qui va nous parler alors de sa perspective sur le plan à la fois théorique, mais aussi nous apporter une fraîcheur, celle de quelque chose de story, Le terrain. une expérience du terrain qu'elle va partager avec nous. Donc, à vous la parole. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup. Je suis très honorée d'être avec vous, Madame Chikodi, Madame Zineb et Madame Giloun et Monsieur Fedeghi. Et aussi, vous savez, ça fait peut-être 20 ans ou 18 ans que je n'ai pas présenté en français, en anglais tout le temps, ce qui fait, n'hésitez pas à me corriger, hein, sans souci. Ce qui fait, voilà. Alors, si je fais des fautes, je vais en faire, bien sûr. N'hésitez pas. Alors, vraiment, je vous remercie, même si je trouve que j'espère que je vais être un peu intéressante parce que après ces 2 présentations très riches et sur tous les niveaux, voilà, j'ai un peu switché ma présentation. J'ai une présentation que j'ai préparée, mais je me suis dit non, je vais changer, je vais un peu parler de mes propres observations. Soit au niveau autant que chercheur au terrain, après avoir passé presque 6 ans dans des zones minées au Sahel, mais aussi ce que j'ai vécu un peu et ce que j'ai vu concernant cette question. Tout d'abord, tout processus de paix ne peut pas être sustainable s'il n'y a pas la participation des femmes. Et ça, c'est la recherche qui le dit et pas vraiment moi. Deuxième point, l'égalité de genre
et la paix et la stabilité, il y a une corrélation entre les deux. Les pays où il y a une égalité de genre, sont plus stables et ça, on voit, et c'est ça ce que je dis aux militaires. Ça, from a national security perspective. Je leur dis, oh, vous travaillez pour la stabilité, hein. Alors, il y a une corrélation. Les études ont démontré que, comme quoi, si l'égalité des genres est dans le pays, vous avez plus de stabilité. Ce qui fait, alors, il faut avoir gender dimension au niveau des institutions militaires. Le troisième point, et aussi c'est la recherche qui l'a démontré, et c'est mon expertise, c'est dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, c'est que l'émancipation des femmes ou gender equality minimise l'extrémisme violent ou bien le terrorisme. Il y a aussi une corrélation. Et ça, c'est des recherches qu'on a menées. Il y a au Maroc, en Libye, au Nigeria, au Niger, dans plusieurs pays. Et là, je vais passer à mes observations du terrain. Et ça, et merci, vous avez mentionné le rape, le kidnapping et aussi le viol. J'ai interviewé moi-même, c'était au Niger et à Difa. Et quand je parle de Difa, c'est les frontières entre le Niger et le Nigeria. Des femmes qui ont été kidnappées, violées par Boko Haram. Et ça, d'un côté, c'était en 2016. Au nord du Mali, à Gao et à Tombouctou, si vous connaissez le nord du Mali, je ne parle pas de Bamako, la capitale, mais Gao et Tombouctou qui ont été prises par les groupes terroristes, les Moushaou, Ansar ad-Din. Et bien sûr qu'ils ont brûlé les manuscrits, etc., mais aussi ils ont terrorisé les femmes. Ce qui fait, et aussi par exemple dans les camps des réfugiés, la plupart des familles que vous trouvez dans ces camps de réfugiés, je peux en citer beaucoup, et je les ai vues avec mes propres yeux, toutes ces familles, les femmes, je veux dire, les chefs de ménage, c'est des femmes. Mais elles reçoivent pas autant d'aide, recovery, relief and recovery. Et c'est ça le pilier que Madame Benjeloun a parlé sur. On parle de prévention, protection, participation. Et ça, c'est les exemples réels et relief and recovery. Et même Monsieur Hodeki, il a parlé aussi sur le côté participation. Il nous a donné un exemple que j'ai vécu. Je les ai vécus avec les villageois au Mali. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au nord du Mali pendant que quand les groupes terroristes ont envahi les Nords, il y avait des villages qui se sont alliés à ces groupes. Et d'autres villages, ils se sont pas alliés. Ce qui fait, même si après l'intervention militaire, et ça, l'approche militaire est bien, mais que pour l'ordre, c'est pas pour reconciliation and reconstruction. Ils ont intervenu, les militaires, mais ces villageois étaient en conflit. Il fallait travailler là sur le post-conflict réconciliation. Mais j'ai visité même ces villageois, c'était avec un programme, pas Coton que Zineb, mais c'était programme d'appui à la transition Pat Mali, c'est un programme de l'USAID. Je travaillais en tant que conseillère. Alors avec ces villageois, quand on allait les voir, il n'y avait que des hommes, les gatekeepers. Je ne pouvais pas leur dire je veux parler à vos femmes. Non, impossible. Il faut leur parler. Il faut être. C'est la négociation un tout petit peu. Ça, c'est aussi une méthode mais voilà, Madame, merci. Mediation, ce que vous avez dit, effectivement. Et je parlerai un tout petit peu de plan action marocain qui est pertinent parce que avec ces exemples que je donne pratiques, ce qui fait, vous rencontrez que des hommes. Il n'y a pas des femmes dans ces tables rondes où vous essayez de faire un peu la réconciliation. Il n'y avait que des hommes. Ça d'un côté. Ce n'est pas qu'au niveau communautaire, même aux Nations Unies. Combien de femmes, la Libye par exemple, c'est les hommes qui ont piloté. Ça, c'est après beaucoup d'années qu'on a Madame Stéphanie, ça je le dis tout le temps, qui prend. Nous, on ne veut pas inclure que la femme, désolée, hein, vous savez, j'ai 40 ans maintenant, c'est terminé inclure les femmes. On veut que les femmes prennent des leadership positions.
où elle prend des décisions. L'inclure, je pense que les générations, il y a des grandes militantes dans cette table, n'est-ce pas? Elles ont milité pendant des années pour cette inclusion. Je pense aujourd'hui on doit militer pour le leadership et pour qu'elle ait des postes de décision. Et ça, pas que des institutions gouvernementales, onusiennes, militaires aussi. Et je fais beaucoup de travail, soit avec des militaires, la société civile. Beaucoup de sociétés civiles avec laquelle je travaille, que son rôle est très important. Vous trouvez les présidents, c'est toujours des hommes, etc. Ce qui fait, aujourd'hui, c'est plus que dans la participation, qui est un des piliers importants de Women, Peace, Security, ce n'est plus l'inclusion, merci, c'est plus le leadership. Voilà. Et je veux dire, si on arrive, je veux dire, un peu à changer ces perceptions avec les policy makers, il faut beaucoup de la pression, comme on dit. Sans pression, déjà, il y aura rien du tout. Ça, d'un côté, en général, sur l'importance de Women, Peace and Security. Maintenant, sur la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, je voudrais parler sur un point très essentiel. Et ça, la femme victime versus la femme actrice. Tout simplement, si je vous demande, les étudiants, quand vous parlez, c'est qui va plus au groupe terroriste Daesh ou Boko Haram? Est-ce que vous pensez que c'est les femmes ou les hommes? Hommes, femmes? Les hommes, merci. Et les femmes, vous trouvez c'est des victimes? Oui, plutôt. Oui, voilà. Mais ça, c'est vraiment, c'est misconception. Il y a déjà ici, c'est de misperception. Voilà. Je peux vous dire, on a passé, et ça, sincèrement, je descends moi-même au terrain. Je veux dire, c'est pas cinéma avec, bureau, mais c'est plutôt les espaces, boots on the ground, comme on dit. Je descends au terrain avec mon équipe de recherche où vraiment on fait des recherches très très sérieuses. Et croyez-moi que les femmes ne sont pas toujours des victimes. Et je vais vous donner des exemples. Du Maroc à la Libye. Alors, vous savez qui a fait passer les armes en Libye? Qui a fait le rôle logistique? La femme. Pourquoi? Elle portait les bayas noirs. Et dans le checkpoint, comme on appelle militaire ou policier, non. L'horma, il ne faut pas la toucher, c'est la femme, on ne va pas la fouiller. Elle a passé l'arme à Daesh. Alors, on trouve, qui passait l'information Intel, l'intelligence, je veux dire les renseignements. Les renseignements, beaucoup de femmes ont joué un rôle de renseignement. Elles ont recruté au Maroc beaucoup des cercles de femmes où elles se rencontrent, où elles recrutent. Ça, c'est des actrices, c'est pas des victimes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des victimes. Et bien sûr, et ça, je parle de evidence-based research, c'est la recherche dit, il y a beaucoup de victimes. Et vous savez, c'est quoi la cause? Et là, je reviens au point qui est essentiel, la corrélation entre gender equality, peace and stability. Beaucoup de femmes qui sont parties rejoindre Daesh en Syrie, en Irak, du Maroc, et là on allait retourner, là on va parler, c'est un autre challenge sécuritaire. Et la plupart des femmes, ils ont suivi leur mari. Il y a ceux qui sont rentrés en relation amoureuse, online, les réseaux sociaux, etc. Mais beaucoup, et imaginez qu'il y a des femmes, elles ne sont pas parties seules. Elles ont quitté le Maroc, qui est un pays stable, où on peut travailler et gagner son petit pain tranquillement et vivre dans un toit paisiblement. Et elles ont pris ces enfants-là, ils sont partis en Syrie et en Irak, dans une zone qui n'est pas stable. C'est parce que le mari les a convaincus. Ça, je vous dis des mots dans la recherche qu'on disait. Tout ce qui fait, ils ont utilisé la religion. Si tu suis le mari, tu suis God, tu suis Dieu. Ils ont utilisé l'économie, le statut. Si tu viens, tu vas être la femme d'un émir et tu auras un statut.
Ils ont aussi utilisé tout. C'est pour ça que quand on dit émancipation, oui, économique, très importante, mais aussi spirituelle. Critical, l'éducation, l'esprit critique, et ça, l'importance de l'université, etc. Ce qui fait, c'est comme on l'appelle, subordination. La subordination, ou bien, ils ont suivi leur mari. Et la religion a été utilisée, le côté économique a été utilisé, tout a été utilisé pour convaincre, c'est pour que ces maris convaincre ces femmes pour partir les rejoindre. Et on a presque 380 femmes maintenant qui sont revenues avec leurs enfants. Et on travaille en collaboration avec la Fondation Mohamed VI pour la réintégration des détenus, avec bien sûr les organismes onusiens, le PNUD, il y a beaucoup d'organismes pour préparer à la réhabilitation et la réintégration de ces femmes et enfants. Et ça, un très grand challenge sécuritaire. Et comment, devant tous ces faits et ces différents challenges et complexités, on ne doit pas non seulement faire participer la femme dans les deux processus. Et surtout, nous, en fait, et même pas, en fait, comme je leur dis, it's not the right thing to do, it is the smart thing. C'est pas ça. Et je dis non, parce que oui, il faut l'intégrer, parce qu'il faut le faire. Non, c'est pour, si vous êtes intelligent, vous allez l'intégrer. Parce que les études ont montré que leur participation, leur intégration va permettre une paix stable. Voilà, je ne veux pas attarder, je serai contente de discuter plus avec vous. C'est vrai que c'est un sujet qui nous passionne, en tout cas au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de la réalité. J'ai beaucoup aimé l'idée de femmes, parce que les femmes sont victimes, mais c'est aussi, arrêtons de voir dans les femmes des victimes, les femmes c'est aussi des femmes constructeuses, je ne sais pas, pour construire la paix. C'est des femmes qui peuvent apporter des idées nouvelles, qui peuvent peser de leur leadership, à condition qu'on arrive à leur laisser la place ou à condition qu'elles s'approprient l'espace pour imposer leur leadership. Alors, sans trop tarder, j'ouvre le débat. Je suis certaine que vous allez enrichir ce panel. Je voudrais vraiment remercier nos panélistes qui nous ont apporté des éclairages, des réflexions vraiment brillantes. Et je vous donne la parole. Une question pour Madame Benalla. Moi, je serais très curieuse de savoir, que vous puissiez plus nous parler un peu des dangers auxquels vous avez fait face pendant votre terrain, parce que je suis sûre que ça nous apprendra beaucoup sur la situation de ces femmes. Alors, on va prendre des petits groupes, quelques questions, et puis on fera un premier round et un second. Allez-y. J'ai une question pour Madame Benalla. Je veux juste savoir comment vous arrivez à l'émancipation spirituelle de la femme. Sûr, je ne peux pas ne pas te donner la parole. Je voulais que Serge ait prise. Il est là. Oui. Total. La langue de travail, c'est possible. No, feel free. Feel free. Start in English. Just as a comment on what Zineb has said, it's very interesting to identify two types of women engaged in this issue of violent extremism. I think you need to raise your voice. Yeah. Yes, please. I will do my best. So there is two types of profiles concerning women. Those who work in company with their husbands, with their fathers, with their sisters, and in a way, from a legal point of view, from the Moroccan perspective, we consider them as a victim. That's why they are not the subject of law enforcement during the attack. Yes. But if you listen to those men who joined Daesh, I can confirm that more than 70% they were back safely because of their women. Yes, this is what Because the women. of the women. Yeah. Oh, okay. Yeah. To escape from Daesh, there are women who take in charge to prepare the plan of escaping, to coordinate with those women
bring them out of the borders. And so this role is very, very interesting. Sometimes we do not highlight it that much. The second issue, maybe we have another type of women who are still in the camps. Yes. In our rooms, many of them, they might be engaged in acts, terrorist acts, with Daesh or with Al-Qaeda. But also there is, if you wish, to talk about the role of the women in this part in relation with women peace and security. I guess it is not only the issue of prevention of the not. Maybe, as we call it, the pillar number one. We are not talking too much about the pillar number one. And it has to do also with cultural features. One, and most of Arab countries, they are not providing data about the number of women who are working in the policy making in security issues. And the second one, maybe our Arab regimes, they are sensitive to provide data related to intelligence, to army, and that's why, I mean, if you look at different action plans concerning this part, it seems to be quite weak. And we are making reference working on the role of the women in civil society, in prevention, and in other parts of the whole package. Thank you. So, please, just for those who don't know you, could you just introduce yourself, Serdrazi, and je demanderai à tous les intervenants de se présenter afin que... I'm a senior fellow at the Policy Center, affiliate professor at the university, and also I'm a part of the program Musalaha, who is in charge of the radicalization and violent extremism in Moroccan prisons. And I was in company with 12 women who were in there as a clinical psychologist as well. Thank you. Merci Serdrazi. Si vous êtes alors. En fait, je suis étudiante à HSS. J'ai un peu de je fais une opportunité de master de sciences politiques. Excellent. Je donne Sada Rachida et après je fais un round de réponses et puis après je rouvre la. Rachida Esfili, كيف المواجهة شكرا للمحاضرين اللي تشرفنا المحاضرات تسمعوا؟ مساء الخير جميع. راشدة أيتحلمي محامية كاتبة العمل جمعية سهلانة. كنشكر المحاضرين على المحاضرة ديالهم، كلمات قيمة ومعلومات جيدة. فقط استفزني السؤال ديال مدام بنعلم. النساء واش هما دائما ضحايا او لا حتى هما فاعلات؟ انا كنقول جوسكا بريزون نقدروا نحسوا بان النساء ضحايا حتى ولو كانوا كيحملوا السلاح وكيديو كيحملوا المعلومات. علاش؟ لان هما مستعملات من طرف الرجال. مازال ما عندناش قياديات اللي هما تيقرروا وهما تيخططوا المجموعه ديال العمليات ومجموعه نقدروا نقولوا بان النساء هما دائما كيبقاو ضحايا. وهنا كيخص العمل ديالنا بشكل جماعي باش نديرو يعني التوعيه للأطفال. ملي تولي المراه كتملك الاليات وكتملك يعني الاستقلال الاقتصادي. الاستقلال الاقتصادي مهم جدا باش المراه تقدر تقرر، تقدر تقول واش غادي نمشي ولا ما غاديش نمشي، واش غنتبع هذاك الراجل ولا ما غاديش نتبعو. كذلك الجانب الديني مهم بزاف. يعني وخصنا يعني نعتمدوا بالوسائل الحديثه والفقهاء المتنورين واللي خصهم يتوغلوا لنا في هذيك
في هذوك يعني المناطق وفي هذيك الجهات الهشه اللي كينتشر فيها هذا الفكر الرجلي المتخلف اللي تيبدي لنا لاعب النساء الادوار اللي هي يعني ادوار خطيره عن غير وعي. كنعرف ان المراه كتدوز واحد العدد ديال مسائل الاطفال ديالها والمحيط ديالها. اذا راه المراه هي ركيزه اساسيه للتنميه وركيزه اساسيه لتحقيق الامن النفسي. شكرا جزيلا، كملتي لي داكشي اللي ما قلتش. داكشي اللي ما قلتش. انا اعتقد نظرا لضيق الوقت غادي ناخذوا الاسئله كامله ومن بعد نعطي للمتدخلين. Madame Boustin. Merci beaucoup. Merci pour la qualité des interventions. Je vais essayer de parler plus. Moi, c'est une question pertinente, c'est de dire pour le Maroc, pourquoi adopter un plan d'action en peace and security alors qu'on n'est pas en zone de conflit. Quel est l'intérêt d'une telle approche de travailler pour l'implémentation? Ça, c'est un point que j'aimerais bien qu'on soit éclairé. Il y a certainement beaucoup qui se posent la question pourquoi un plan d'action de sécurité alors que l'on n'est pas en zone de conflit. Ok. C'est Rabha. Merci. Le problème, c'est que professeur de droit à la faculté de sciences économiques et sociales. Bonjour tout le monde. J'avais exactement la même question. Je vais d'ailleurs poser la question avant, parce que c'était pas très clair dans ma tête. Et puis la vérité, je n'étais pas trop au fait de ce qui se passe au Maroc, par rapport au plan d'action, etc., plan national, etc. Donc, je suis ravie d'être là et d'avoir appris plein de choses. J'avais une question sur le financement, merci que David nous a répondu. Je voulais la poser pour le Maroc. Qui finance? Et deuxième chose aussi, c'est qui déclenche le processus? Qui décide qu'il faut aller là ou là? Et par rapport, je sais que là, vous avez, le réseau a une année à peu près d'existence. Est-ce qu'il y a déjà des projections pour aller quelque part? Moi, je voudrais en savoir un peu plus. Merci. C'est Shakir. Bonjour tout le monde, je me présente Ladija Shakir. Je suis senior manager de projet en Caisse nationale d'électricité. Je suis très intéressée par toutes les interventions. Très difficile l'intervention des Marocaines dans les Nations Unies et l'approche, je dirais, académique. Il y a les trois grands piliers, peacemaking, peace building et peace transformation. Un de cas particulier sur le terrain. Malheureusement, je ne sais pas est-ce qu'on était sur la maison, mais justement pour le Maroc, on a une histoire, on est fiers. On n'a pas commencé la filière qui a créé la première université. Je ne sais pas est-ce que vous savez, mais moi j'adore l'histoire. Il y a cette histoire. Le djellaba marocain, c'est l'équivalent du pantalon européen. Ils ont pu les pantalons en 1985, uniquement parce qu'il y avait un besoin de femmes comme instrument pour l'industrie militaire. Nous, la femme a pris, à cause de son mari, à cause de son frère et son père, un siècle auparavant, pour aller au souk avec le djellaba. Nous avons une structure marocaine, donc il n'y a pas de résistance. Mais il y a un point, on le dit pour le Maroc, pour notre pays chef, il y a une niche de travail, c'est l'éducation. Parce que les enfants, que ce soit mal ou filles, c'est la femme qui les éduque. Donc au lieu d'aller à l'extérieur chercher des solutions, parce que je suis senior manager, j'adore quand les deux sont à prendre des décisions. Mais pourquoi pas ne pas penser en amont et faire une éducation? C'est nous, Patrice est là, on est d'accord. Pour bien éduquer les petits, les femmes comme les garçons, les filles comme les garçons, comme quoi il y a cette égalité. Parce que c'est la femme qui a créé l'éducation, c'est une égalité. Et après, on cherche à se retrouver. Merci pour vos interventions très Et puis après, à vous, et puis après.
Donc, je m'appelle Lisa, je suis doctorante ici à la faculté de développement. Je suis beaucoup malade. Donc, je m'appelle Lisa, je suis doctorante à la faculté. Je travaille aussi sur le contexte post-conflit et sur le peacebuilding. Donc, ma question, c'est que ça avait mentionné que les femmes sont beaucoup plus présentes dans le track 3, qui est beaucoup plus intéressé sur les questions communautaires. On voit aujourd'hui en Royaume-Uni la plus-value des femmes sur les communautés, par exemple dans les programmes de réconciliation, dans le dialogue entre parties en conflit. Mais on doit aussi rappeler qu'elles sont beaucoup moins présentes dans des processus comme la refonte de l'État, qui sont aussi des processus de paix, comme ceux de la réforme sécuritaire, des programmes de DDA. Ma question, c'est vraiment comment on peut dépasser ces questions et surtout que cette question est très structurelle, parce qu'elle demande en fait des changements structurels, je veux dire, qui sont très complexes, non seulement des contextes post-conflictuels et conflictuels, mais qui sont aussi très problématiques pour des environnements soi-disant paisibles. Donc comment on peut ajouter cette question sur des environnements complexes, qui sont déjà complexes parce qu'elles ont vécu la guerre dans des contextes qui ont connu la guerre, par exemple, durant des décennies. Merci. Je vous invite à rejoindre notre réseau. Oui. Et tous ceux qui aimeraient, c'est vraiment une sollicitation plus qu'une invitation. Hello everyone, allow me to speak in English. Asma Abou Faraj. Yes. Non, je me disais, je la connais. I'm member of the Democratic Association of Moroccan Women, and I'd like to ask you a question. So answering the question, are women victims, are men agents? Don't you think that women and men are all victims of a patriarchal system? A system that promotes discrimination, inequality, lack of individual liberties, a system that hides behind religion to, let's say, justify all of these discriminations. So for me, it's, of course, religion and the lack of critical thinking is what makes these people, men and women, agents in terrorist acts. So why do we always find men, I mean, most of the time, they are the ones that are shown to the world as terrorists. And women are always like behind the, let's say, veils or behind, what do we call that? The curtains, exactly. So that was my question. Merci. Alors, peut-être dernière question, Tsoudel. Alors, bonjour. Je m'appelle Alexandre Midi, étudiante en première année de licence. Alors, je voulais juste ajouter un truc dans le point d'égalité de genre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il doit y avoir une justice de genre au lieu d'une égalité de genre? Parce qu'il y en a certains domaines que les hommes sont plus forts que les femmes, physiquement ou dans plusieurs trucs, alors qu'on va favoriser l'homme, alors que dans d'autres domaines, il y en a des femmes qui sont plus compétentes que les hommes. Alors, ne prenez pas ça mal, je ne suis pas contre les femmes, mais j'aimerais bien Alors, j'aimerais bien voir les femmes qui utilisent leurs droits et qui ont une valeur au sein de la société, mais quand même, il doit y avoir une justice au lieu d'une égalité, parce que je suis consciente que les hommes dépassent les femmes dans certains domaines, et les femmes dépassent les hommes dans certains domaines, et c'est de la nature humaine. Donc, c'est juste très bien. Oui, très bien. Merci à vos questions qui sont faites. Oui, Tfadal, je ne peux pas priver les quelques hommes minoritaires. Oui, exactement. أنا كريم أستاذ التعليم الابتدائي في مدينة الرباط. أهتم كثيرا بهذه المواضيع ديال العلاقات ديال الكينات مع الذكور بصفتي يعني أستاذ كنمارس في القسم. السؤال ديالي موجه للاطر تبارك الله عليكم اللي تحكمونا بهذا اللقاء الطرق ديال المدرسه
بما انني يعني فاعل في المدرسه ما يمكنش ما نسولوش على هذا الدور ديال المدرسه الانتقائيه ديال هذه البرامج كلها دابا اللي حنا كنحاولوا نتحدثوا عليها هذه الجمعيات الدور ديال الدوله كنشوف ان المدرسه واش حاضره في هذه السياسات كلها لانه ما يمكنش لينا نطوروا نطوروا من دور الحضور ديال المراه يعني في المجتمع ونعطيوها المكانه ديالها وحنا كنهملوا هذيك البذره اللي كتخدم المجتمع. انا التجربه ديالي كنقري واحد الحكايه للتلاميذ دائما كتيرني وكنعلق عليها ملي كنكونوا في خلال دورات ديال التطبيق حكايه ديال كشبولات الذكيه كنسوقوها على اساس بانه تلميذه ترعى الغنم وكتشوف الزملاء ديالها في المدرسه وكيفاش انا ما كيعجبنيش الحال. علاش اننا نبداو من طفله ونعطيو ديك الصوره ديال ان بحال عطيناها شي يعني من بعد اننا حيت هي ذكيه داكشي باش حنايا ابري وصلناها باش انها تكون يعني تكون في المدرسه ونبينوها بانها مجتهده يعني هذه صوره نمطيه كتحس بانه الفتيات يعني السؤال ديالي هو زعما واش ما كاينش تدخل في البرامج لان المشكل كاين في البروغرام ديالك. شكرا جزيلا مداخله جد قيمه. كي سمحتوا غادي في الحقيقه ماشي غنجاوبوا غادي نتجاوبوا معكم وغادي نبدا بالعكس كيف بديت غادي نعطي السيده زينب والسي رشيد وزينب وغنبدا بحال زينب وني اونكادري زينب مع اليمين وزينب على الشمال. D'accord, ok. Yes, sure. Ok. Ok. Il y a des questions en français, il y a en arabe, il y a en anglais. Alors, je vais faire français pour français, arabe pour arabe et anglais pour anglais. La justice. Alors, je vais commencer أبدأ بالآخر لأنه هو مهم جدا أستاذ والله يخليك هذه المرة الجاية فاش تكون جاي جيب معك كلهم داك الأساتذة اللي معك لأنه والله جرهم معك يحضروا لأن داك الشيء اللي قلتي قيم ويمكن لي أنني نقول لك بأنه كاين واحد البرنامج كنا صممناه هو الكبار سميتو حكايات. هاد حكايات في مكافحة التطرف العنيف وهاد الحكايات شنو هي غنربطو بالاستاذه اللي قالت لي على ليريتاج ماروكان. هاد الحكايات شنو كنا عملنا فيه مشينا كنقبوا في النساء المغربيات من زينب النفزاويه ست الحره حكيمه تطوان فاطمه الفهريه فاطمه المرنيسي الله يرحمها ماي منتور هذا والنساء كلهم اللي هادو كلهم وعملناهم في داك الحكايات لذاك النساء وهادو شابات على هذا وتما الشيء هذا هو في الشق اللي تاع الاستاذ رزرازي في الوقايه. هذا راه مهم راه انا كنظن كنا بصح كان انفيستيو مزيان والمناهج راه مهم جدا. ما عنديش ما نزيد عليك غير هاد المره جيب معاك الاساتذه اللي كيقريو معاك باش تا هما يدخلوا معانا في هاد سميتو في هاد لا ريفليكسيون اكزاكتومون. بالنسبه pour concernant les dangers vous m'avez les dangers dans le terrain vous savez je me rappelle je vais partager avec vous une histoire. C'était en 2014 on était à Gao. Et la nuit, il y avait des bombes et nos fenêtres ont bougé. Le lendemain, le chef de projet, Zineb, parce qu'on dormait dans le bureau, évacuation, tu dois partir. Je lui dis, et toi, tu vas rester? Il m'a dit oui, parce que moi, j'étais une femme, évacuation. Je lui dis non, je reste. Tu vois, il y a les dangers, mais femme ou homme, c'est pas lui, il a assumé que moi, autant que femme, je voudrais être évacuée. Il a assumé, il a appelé, il a planifié, SOS, c'est bon, tu vas. Je lui dis, mais non. Je lui dis, non, moi je vais rester comme toi. Pourquoi tu as demandé qu'à la femme évacuation et les hommes, les dangers, il y a les dangers, mais moi je suis plus. Je sais pas si c'était ça la question ou bien les dangers auxquels on fait face autant que. L'un de ces hommes
vous avez essayé d'approcher des femmes, etc., qui ont réagi, vous avez un problème, oui, mais ça, oui, les femmes, bien sûr, mais il y a des conflict sensitive approach, PTSD, les post-trauma, il y a tout ça. En fait, nous, quand on part travailler, il y a toute l'éthique, ethics, l'éthique sur lesquelles anonymity, confidentiality, do no harm, tout ça, mais ça, c'est tout un processus inclus conflict sensitive approach, comment travailler avec ça, c'est clair, parce que on ne doit pas leur causer plus de harm. Mais tout part du principe do no harm, ne pas faire de mal. C'est ما عنديش ما نضيف لك كملتي لي على les victimes ou les actrices وشنو قلتي كامل يعني كان في المحل ديالو. Voilà. Concernant le plan d'action, moi je trouve que il est très important que le Maroc ait un plan d'action. La question on a inclus la femme, mais est-ce que la femme est leader dans les projets de DDR? Est-ce que la femme marocaine est leader est-ce qu'elle prend les décisions au niveau militaire? Oui, le Maroc a inclus beaucoup de femmes, etc. Mais je pense que si on a ce framework, Women, Peace, Security, en plus d'un plan d'action national où tout le monde s'engage, mais il y a beaucoup de défis, Monsieur Boudegui en a parlé, j'en ai aussi parlé, des défis financiers, etc. Il faut qu'aussi les partenaires qui promouvent ça, on doit travailler ensemble pour, et surtout au niveau financier. Moi, je trouve que c'est très important pour le Maroc qu'il y ait un plan d'action pour femmes, paix et sécurité. Il ne faut pas attendre que le conflit arrive. Pourquoi? Nous, on est fort dans la prévention au Maroc. On va toujours prévenir. Alors, avoir cette action pour être les pilotes au niveau de la prévention. Voilà. C'est un peu ça. Concernant, so regarding my friend, Professor Zrazi, I agree with you. I'm involved in rehabilitation reintegration programs and, all the different profiles we talked about. Agree 100% with you. So, voilà. Thank you. Pour répondre à la question des plans d'action nationaux, ils ne sont pas destinés uniquement aux pays qui sont en guerre ou post-conflit. Conditionnés au monde entier. Vous avez les pays européens. Il y a la troisième génération des plans d'action nationaux. Troisième génération. L'Allemagne, le Maroc, quatrième génération. Voilà. Donc c'est pour l'ensemble des pays. Maintenant, bien évidemment, il y a des spécificités, les cas des pays qui sont en conflit ou en post-conflit. Là, c'est une autre problématique. Alors, pour comment la question posée par comment dépasser, c'est tout un programme. Comment dépasser ces obstacles. Mais j'ai cité des obstacles et quelques solutions, mais un obstacle, quand on prend le cas de régions qui sont frappées par des conflits, de terrorisme insurrectionnel, vous ne pouvez en aucun cas faire réussir l'implémentation de l'agenda, un plan d'action, parce que l'issue au conflit est difficile, parce que ces acteurs insurrectionnels, terroristes, ne veulent pas de solution politique qui va mettre fin à leurs revenus. Ils vivent de cette guerre économique. C'est une rente et vous allez les priver de cette rente. Donc la solution doit être politique, un engagement politique et basé aussi sur les questions de répartition de la rente et des richesses. Donc dans ce problème-là structurel, la question de genre et tout ça, tout à fait dépassé. Je donne pas l'éducation. اساس واساس انا نعطيكم واحد لو كان اللي هو يعني السو ديال في طنجه. انا من طنجه كانت جمعيه في طنجه اللي كتهتم يعني جمعيه كبيره elle forme les femmes seules, enfants ou les femmes mariées et les femmes de familles pauvres. Il y a une dame qui s'est présentée, mariée, qui voulait bénéficier de la formation pour apprendre un métier et travailler. Sida, قالت لها جمعية d'accord, متفقين، عطاها البروغرام ديالها. ملي جات خدات ديك لا فورماسيون تعلمات الحرفه ديالها مشات راجلها ما بغاش تخدم قال لها هي هذيك هي ما تخدمش هي اللي ما تكونش غنخدم ما نخدمش غنخدم شنو دار كب عليها ما قطع عليها وجهها السيده مسكينه ما بقاش كتشوف راجلها هرب البوليس يقلبوا عليه ما بقاوش يلقى واحد 4 موا
السيدة عايشة مع أختها اللي هي مزوجة بواحد الدويرة صغيرة. هذه واحد 3 أيام جات أختها قالت لها أنا ما بغيتهاش تبقى معايا. ما بغاتش تبقى معاها. ما عندهاش فين. Oui, donc c'est dû à quoi? C'est justement à ce gap. Il y a des problèmes qu'on ne voit pas au Maroc, sincèrement, dans des quartiers où attention, où il y a une présence, disons, je dirais, une présence religieuse. Hein. C'est pas parce que, pas seulement, c'est pas là. D'accord? Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de. C'est vraiment, c'est la 3e dimension dans certains cas. Sans parler du viol. Sincèrement, il y a des statistiques. Hein, des statistiques. C'est du مشكل هو مشكل ديال المدرسة. ما قراوش ولا قراو شوية من القراية اللي قرا ماشي عوجة. وكاين المشكل الكبير. المشكل الكبير هو c'est que nous avons perdu les valeurs. C'est du. Vous avez les instruments de socialisation qu'avait l'État. C'était quoi? C'était l'école, c'est-à-dire publique justement. Non, j'ai vécu, nous. L'école publique, il y avait une chaîne de télévision, 2 ou 3 radios, quelques journaux, d'accord? Hadak la mosquée du quartier, quand on a Hadak Mchel Soulou Frek, qui voulait j'ai les années 90, la télévision satellitaire, les réseaux sociaux, donc ils ont complètement, disons, privé l'État de ces moyens, des instruments de socialisation. Aujourd'hui, l'individu s'auto-socialise lui-même. S'il a un problème religieux, il va sur le site et là il a un barrage de choix entre le salafiste et tout ce que vous voulez. Hein, voilà. Et donc, nous avons un individu qui s'auto-socialise aujourd'hui. Il n'a même pas besoin de vous, ni de la mosquée du quartier pour jouer balle. Donc, ça, c'est un grand problème qu'on retrouve partout. Et qui c'est un grand défi. Il faut s'adapter et occuper avec le monde virtuel. Il faut le dire. Et alors, juste le plan d'action nationale, il est fondamental pour tous les pays, notamment parce que vous savez, même en Europe, hein, la place de la femme dans les structures, les forces de sécurité n'est pas aussi. D'accord, donc c'est justement fait pour ça, pour encourager, disons, les femmes et les systèmes à s'ouvrir sur les femmes et ouvrir leur culture militaire quand il s'agit de. Et voilà, je termine par encore une fois une anecdote, c'est que je me suis présenté dans la structure, en sorte de formation des officiers supérieurs dans un pays, que je ne citerai pas le nom, et j'ai été frappé par, il n'y avait que les hommes. Sur 35 officiers supérieurs, je lui dis, j'ai posé la question, après, j'ai dit pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, ils ne réussissent pas l'examen d'accès. Mais est-ce que je. Il y a marqué, ما نعرفش اسئله كتروح ولكن هو الجواب ديالي. انا juste pour le Maroc, moi je suis optimiste, je donne 2 chiffres. Mais d'ici même, sans sortir de ce campus, l'année dernière j'avais 73 étudiants en première année. Sur les 73 étudiants, il y avait 7 garçons. Cette année, j'ai 53 étudiants. Sur les 53 étudiants, il y a 10 garçons. Et le même phénomène, je le trouve dans les facultés à Tanger. Je suis également. Je prends les perspectives Mais malheureusement, la tendance renverse à l'entrée du marché du travail. Et ça, c'est une autre discussion. Ok, merci Zahra. Donc, pour ajouter à la question sur le plan d'action, pourquoi le Maroc a un plan d'action, je pense que la perception de l'élaboration du plan d'action du Maroc, c'est qu'ils ont perçu cela en tant que la crise, les conflits, il n'y a pas que les conflits militaires, il n'y a pas que les crises militaires ou les guerres. Il y a différents types de crises actuellement. Il y a la crise sanitaire, on vient
Je pense qu'on s'y connaît. Il y a la crise environnementale, il y a la crise et les crises le terrorisme, etc., etc. Donc l'objet, donc le plan essaye de traiter un peu, d'avoir une approche globale en ce qui concerne qu'est-ce que c'est qu'un conflit, qu'est-ce que c'est qu'une crise, et de développer, d'essayer de renforcer la résilience des femmes dans ce domaine et leur participation à la prise de décision un peu dans les négociations de ces différentes crises. Le Covid a été, la pandémie qui vient de passer, vous avez vu, c'était clair, ça a été étudié, on l'a vu de visu, et ça a été étudié. Les femmes, que ça soit au Maroc, que ça soit partout dans le monde, ont été au forefront. Alors, que ça soit en tant que médecin, en tant qu'infirmière, en tant qu'organisatrice communautaire, les femmes étaient au devant de la scène de la pandémie et de la résolution de la pandémie. Mais elles n'ont pas été. Et c'est ça le gros problème. Au leadership, au vrai leadership de la résolution de ce conflit. Et c'est ça la problématique. Et là, j'enchaîne comment accroître la participation des femmes dans le track 1 de la négociation de la paix. Je n'ai pas de réponse, mais là justement, d'après les dernières évaluations des 20 dernières années de la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, Madame Bahous, qui est la directrice exécutive de l'ONU Femmes, hier, je pense, dans son rapport annuel au Conseil de sécurité sur la mise en œuvre de la résolution 1325, a dit qu'il y a deux grandes leçons apprises. La première, c'est que il faut arrêter les conférences, les formations, les trucs comme ça, tout ça c'est très bien, mais il faut prioriser l'action au niveau communautaire. Il faut renforcer les femmes au niveau des pays, au niveau du terrain. Il faut que l'argent, s'il y a du soutien, il faut que la majorité de cet argent aille vers les femmes qui travaillent sur le terrain et pas aux conférences. Et on a suffisamment fait. En ce qui concerne l'évaluation du degré de participation des femmes au poste de décision et à la prise de décision dans l'étape de négociation est évidemment nulle. C'est malheureusement en 20 ans, très peu a été réalisé dans ce domaine-là. 13% le track 1 déjà au niveau international. Ah non. Moi je parle et 1%, c'est-à-dire c'est dérisoire. C'est dérisoire et donc sa recommandation était que peut-être qu'on devra mandater cela. Il n'y a pas de... pour le moment, il n'y a pas d'autre solution, mais peut-être que ça devrait être mandaté. Il y a le affirmative action, le système de quotas, et que quand on ramène, les parties viennent pour négocier la paix, il faut mandater que l'équipe du track 1 devrait être constituée de 50-50, 20-80, whatever, 40 soit quelque chose, mais que la participation des femmes soit exigée. Et que, évidemment, que ça ne soit pas pour la forme. Exactement. Et je vais je pense que c'était ça. Je suis d'accord avec madame qui a exprimé le fait que dans un système patriarcal, tout le monde est légitime. Je pense que vous avez tout à fait raison. Et donc, oui, il faut travailler sur le patriarcat et pas sur les hommes ou les femmes. Merci. Merci. Alors, je voudrais peut-être, la question de Mme Roussel est très pertinente, mais juste ajouter quelques éléments le plan d'action national. Donc, je rappelle que le Maroc, il est engagé auprès des Nations Unies, comme je l'ai dit au début, pour adhérer aux différentes conventions. Parce que le Maroc est membre, justement, du concert international et donc, mulzam بالقرارات ديال الأمم المتحدة. Le Qarar 1325, il date de 2020, pardon. Ça fait 23 ans.
Et effectivement, il ne s'adresse pas uniquement aux pays en conflit. La preuve en est, c'est que les premiers pays qui ont adopté et qui ont élaboré leur premier plan d'action, c'est les pays scandinaves. Ce qui veut dire que la notion de paix et de sécurité ne se limite pas au conflit, mais elle se limite à la paix durable. Donc, comment agir sur les foyers de tension qui peuvent dégénérer et créer des conflits. La violence contre les femmes peut être un foyer de tension, la question de la propriété de l'art. Ça peut être un problème qui va créer de la tension. Et j'en passe. Donc, je peux créer beaucoup de problèmes. Et l'un des axes les plus importants de la résolution 1325, comme l'ont dit mes collègues, c'est la prévention. Donc, il ne faut pas attendre que les conflits arrivent pour qu'on puisse agir, mais il faut s'inscrire d'abord dans ce mouvement international aussi pour prévenir. Et c'est pour ça que les 3 axes d'Iana, كتشوفوهم كيف قلتم قبيله كلهم فيهم la paix, la diplomatie préventive, la culture de la paix, c'est-à-dire القضيه ديال الامن الروحي اللي دويتي عليها وغادي نرجع لها, والقضيه ديال الامباورمنت لوتونوميزاسيون ايكونوميك اللي كلكم دويتوا على ان ملي كيكون الفقر بعض المرات كيكون واحد اني pour le terrorisme et l'extrémisme et notamment l'extrémisme violent. دونك هادو مسائل حنا دائما في قرارتنا ودوات عليها سيده شاكر القضيه ديال لي فالور ديالنا حنا دائما كنديروا لا ميدياسيون داخل العائله مي كيمكن نوصلوا لاشكال ننظم ونأهلوا النساء اكثر باش يكونوا كلهم دي ميدياتريس على الاقل في قضايا اللي يمكن لها تطرح لينا. الوغ كيفاش المغرب اشتغل ما كنتش باغيه نطول قبيله وشكون اللي انا الاستاذه بوسته طرحت شكون اللي كاين. الوغ لو مينيستير كي a la charge de superviser ce plan, c'est le ministère des Affaires étrangères bien entendu, parce que c'est lui qui au sein de lui a la direction des organisations internationales et des Nations Unies qui eux supervisent. Mais on a un travail participatif et inclusif. D'abord, en invitant tous les ministères et tous les départements ministériels qui sont concernés par la question de la femme, le ministère de la Santé, le ministère de la Condition de la Femme, la Justice, tous les ministères en fait, parce que la question de la femme, c'est pas une question de la femme, c'est une question de la société, c'est une question politique, économique, sociale, l'éducation. Donc, de كل les départements كانوا حاضرين. دار لقاء اول هادشي بدا من 2017 باش كل واحد يجيب الاقتراحات ديالو. من بعد دار لقاء اخر اللي جمع الوزارات باش ياخذوا الاقتراحات ومع لا سوسيتي سيفيل واللي حضروه ببلدان اخرى اللي كانوا سبقونا باش pour apprendre de leurs expériences. Donc هذا المخاض كله هو اللي وصل لانه كان من المفروض البلان داكسيون تقدم في 2019 ولكن كنعرفوا انه جا الكوفيد وكانت الامور اللي عطلات واللي في اخر المطاف لو بلان داكسيون تقدم في 23 مارس 2022 السنه الماضيه. اذا اليوم كيف كتشوفوا لو بلان داكسيون فام بي اي سيكوريتي il englobe toute la question de la femme. Donc c'est devenu un peu le parapluie sous lequel les questions de la femme sont aujourd'hui traitées. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui d'ailleurs la ministre marocaine, j'ai partagé avec Mounia, elle est à New York pour parler justement de ce plan d'action et pour parler de ce que le Maroc fait. D'abord 6 mois ou même pas un an, le Maghreb خصو يقدم واحد التقرير demi parcours فين وصل اشنو هما les réalisations. C'est pour cela que ما خصش يكون فراغ في الساحه. خص كل شيء وانا سعيده ان ابو الفرج معنا من لا دي اف ام ولا دي اف ام هي شريك اساسي اننا نعبئوا وخصوصا انه الشباب يتملك هذا المشروع. Je parle aux étudiantes et aux étudiants. المسألة طرحتي سؤال مهم حول la paix ou ce que vous avez appelé la paix, la dimension spirituelle. Et au fait, j'aime beaucoup votre question parce que vous avez parlé de la question spirituelle. Et là, ce sont deux dimensions. Lorsqu'on parle de spiritualité, on est dans un monde vraiment de tolérance où quelque chose qui nous unit
Alors que lorsqu'on parle de religion, et c'est là le problème, c'est que la question de le terrorisme, de l'extrémisme violent, c'est la religion qui est manipulée. Bien sûr, pourquoi la religion est manipulée? C'est très difficile à expliquer, mais ce qui est très important à faire, c'est كيفاش القضايا المتعلقة بالدين la jurisprudence أن يكون فيها أهل الدين متنورين يرجعوا للعمق شنو هو الإسلام وشنو هي الرسالة السماوية أتخافيغ الإسلام واللي هي مبنية على العدل. وإلا بعدنا على الإسلام وما خديناش بعين الاعتبار العدل كنكونوا بطبيعة الحال غاديين في واحد الطريق. وحنا في المغرب اللي عندنا اون لا شانس باسكو نو زافون إمارات المؤمنين. إمارات المؤمنين اللي هي عندها الحق باش تفتي في القرارات سواء والمؤمنين ماشي المسلمين لأن كنعرفوا أن لا كونستيتيوسيون كتنظم العلاقات والقوانين المتعلقة بالمسلمين وكذلك كاين لا لوا رابينيك اللي هي مرتبطة وكندوي سو لو كونترول دو أستاذ بن عبد الله اللي كتنظم الطائفة اليهودية المغربية. إذا كاين عمل اللي كنتمناو أنه خصوصا هذا العمل مطالب به المغرب لأنه جلالة الملك في مارس جويي قال على أنه قانون الأسرة أكونو دي ديفياسيون وخصو يتعدل. ومن ضمن القضايا الأساسية اللي مبني عليها قانون الأسرة هي القضية ديال المساواة بما فيها قضية المساواة في الإرث وهذا كتحل لنا الباب للنقاش حاول ولكن خصنا واحد النقاش هادئ واهل العلم اللي قادرين يفسروا لنا القران من وجهه نظر حقوقيه مبنيه على المساواه. وهذا اللي دخلنا هذا الكونسيبت غادي نقدروا نتقدموا وغادي نقدروا والان بيان سور لي ميديا كيلعبوا دور الائمه كيلعبوا دور. من هنا جا داك المشروع ديال الائمه والتكوين ديال المرشدات اللي هما كيساهموا في هذا الامن الروحي. وحنا كان عندنا واحد الفيديو نوغي بو لا بروجيتي ديال المرشدات اللي هما اكستراوردينير كيديروا واحد العمل رائع باش يفهموا ان الاسلام لا علاقه له لا بداك الهضره ديال الجهاد ولا داكشي كله مي هو ديانه ديال الاطمئنان والتسامح. Le financement, c'est un point très important. Alors, هنايا بغيت باش تعرفوا على أنه لو بان للأسف ما تحددتلوش ميزانية لحد الآن ولكن بقات الميزانية مفتوحة. كل قطاع حكومي يعطي الميزانية اللي هي متعلقة به وملي ما كتكون الحرية ديال ما كتكونش حاجة إلزامية كنعرفوا وكتكون تتعلق بالمرأة فللأسف فهي تهمل وكتولي مهمشة وما كتبقاش عند العمر. ما عرفتش مع أبو الفرج quand vous avez parlé de les hommes et les femmes sont victimes, oui et non. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on responsabilise tout le monde. C'est vrai qu'ils sont victimes d'un système, mais il y a aussi une part de responsabilité. Donc il faudrait qu'on regarde aussi, qu'on jette un regard assez critique, mais assez profond pour déterminer où les personnes sont victimes et là où commence la responsabilité des uns et des autres. Et c'est là le travail d'une société qui pourrait avancer. Je finirai par سؤال على la justice que les hommes كاين اللي عندهم des compétences وعندهم la force que les femmes ما عندهمش et vice versa. Je crois qu'il faut pas confondre la question de la nature femme et homme avec la question des droits. Que je sois femme ما قنهش انا 20 كيلو ديال الحجر ما قداش عليها mais au niveau des droits بحالي بحال الراجل. Donc c'est ça la notion. Juste exagéré, mais c'est juste pour qu'on dise oui, on est hommes et femmes, on se complète, mais on doit personne n'est تحت من الآخر, on est au même pied d'égalité. إن خلقناكم من ذكر وأنثى. دائما الإسلام وضعنا sur le même pied d'égalité. Donc c'est au niveau des droits. Et je pense que c'est ça كنأملوا أننا نستمروا النقاش. كنطلب من الشابات اللي باغيين يلتحقوا بنا الباب مفتوح. Je remercie encore une fois toute l'équipe du PCNS, Madame Bousta, pour
on va engager ce magnifique débat et ces séries de conférences. Merci à la DFM, merci au réseau, merci à nos panélistes. Et je vous invite tous et toutes demain pour être parmi nous, s'il vous plaît, amenez les autres instituteurs et venez demain. Merci.